Voilà, et ce matin, donc, nous recevons le docteur Pierre-Henri Mallet, épidémiologiste à la direction de la santé. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, Henri-Pierre Mallet. Henri-Pierre Mallet, J'ai décidément. l'habitude, c'est pas grave, bonjour. Henri-Pierre Mallet. Alors, le coronavirus en Polynésie française est entré depuis un moment, on peut le dire, dans une phase d'accélération, sans exagérer. La barre des 10 000 cas devrait bientôt être franchie. Vendredi, on en était à 9 995 cas. Le virus, alors dit-on, circule vite. En même temps, il ne circule pas tout seul, c'est nous qui le faisons circuler. Oui, tout à fait. Il ne vole pas tout seul. Il s'épuise très vite quand il vole, donc il a besoin de se poser sur les personnes pour passer d'un endroit à l'autre. Et plus il y a de personnes, et plus elles sont proches, et plus elles bougent, plus il se répand, bien sûr. Alors, un virus qui circule vite, des gestes barrières pas toujours, hélas, respectés partout. Résultat, malgré le couvre-feu instauré sur Tahiti et Moorea depuis le 24 octobre dernier, on n'arrive pas à inverser la tendance de manière, j'allais dire, significative. Alors, je vous propose d'écouter les paroles prononcées par Dominique Saurin, le haut-commissaire de la République. C'était le vendredi 20 mars dernier. Des paroles qui auraient presque pu être prononcées aujourd'hui. Écoutez, vous nous direz ce que vous en pensez après. Chers citoyens polynésiens, comme vous pouvez le constater, la situation évolue au jour le jour et l'épidémie se propage à grande vitesse dans l'ensemble des pays du monde. Pour ce qui nous concerne, cette épidémie progresse également très vite. La situation devient extrêmement urgente et nous sommes obligés de passer tout de suite au stade supérieur, qui consiste à combattre la propagation de l'épidémie par tous les moyens. Cette nouvelle étape va exiger beaucoup de rigueur, va créer beaucoup de perturbations et avoir un impact sur nos modes de vie. C'est la santé de tous qui est en jeu. C'est la santé de toute la population. C'est la santé de nos enfants. C'est la santé de nos anciens. C'est la santé des plus fragiles. À compter d'aujourd'hui, ce vendredi 20 mars à minuit, nous demandons à la population de la Polynésie française de se mettre en confinement. Dominique Saurin, le haut-commissaire de la République, c'était le 20 mars dernier. Alors je vous pose la question très directement, docteur. Un confinement rapide, même sur une courte durée, est-ce que cela est souhaitable en Polynésie française ? Alors évidemment, question très, très difficile, hein. D'autant que c'est une question sanitaire et c'est également une question politique, puisque ça concerne d'autres secteurs économiques, etc. Que moi, je n'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants, hein. Donc c'est pas moi qui prends ce genre de décision, ni même qui peut la juger totalement sur l'ensemble de points. D'un point de vue sanitaire strict, il est évident qu'un confinement aide drastiquement à ralentir la propagation, voire à la freiner, si les mesures précédentes n'ont pas été suffisamment respectées. Et on est exactement dans ce cas de figure, hein. C'est bien le souci, c'est-à-dire théoriquement, je pense qu'on n'aurait pas besoin de confinement. Le confinement est quelque chose effectivement d'assez rustique, si on peut dire, hein. C'était vraiment une mesure coercitive. On pourrait arriver à avoir les bonnes mesures sans confinement avec une rigueur extrême. Malheureusement, on le sait, cette rigueur est très difficile à respecter. Et je ne fustige personne, hein, c'est un aspect humain. Mais c'est vraiment une question d'équipe. Donc si on n'y arrive pas par la volonté, effectivement, à un moment donné, il y a besoin d'une obligation quelque part pour renforcer l'efficacité de ces mesures. Mais lorsque vous observez, vous, la photo instantanée, l'évolution, les courbes, etc., alors, vous dites quoi ? Alors c'est très intéressant ce qu'on entendait de Dominique Saurin. Ici, on a donc mis en place un confinement, une situation au début de l'année qui n'était pas du tout la situation actuelle, hein. On a pu effectivement bloquer l'épidémie à ce moment-là. Non pas tant uniquement par le confinement, mais par la fermeture totale, hein, y compris des vols. Un début d'épidémie qui a été pris en charge efficacement par les équipes de veille sanitaire, qui a permis d'endiguer toute propagation autour des nouveaux cas. Et donc on a pu bloquer complètement l'épidémie, hein, ce qui n'était pas un pari gagné. Donc pour ça, le confinement a bien sûr beaucoup aidé, mais on n'était pas face à une épidémie, on était face à un début de transmission. Aujourd'hui, on a une véritable épidémie. Donc la situation n'est pas la même, il s'agit de limiter les effets de l'épidémie, qui est déjà très répandue, pour éviter bien sûr les conséquences en termes de décès, de maladies graves, etc. Aujourd'hui, on a une situation très très préoccupante. Pour autant, je dirais qu'on est un petit peu encore en observation. Comme tu le disais, on a maintenant dépassé les 10 000 cas, effectivement, là, lors de ce week-end. Mais on en est à combien exactement ? Exactement, je ne pourrais pas dire. Hier, j'étais à 10 600, je crois. Mais bon, encore une fois, les chiffres, on n'est pas une personne près. Hein, les chiffres, le temps de récupérer les résultats, d'avoir toutes ces analyses. Il ne faut pas s'attacher à des résultats au jour le jour. C'est une tendance qui est importante, hein. Donc la tendance est toujours croissante, bien sûr. Cependant, on a enregistré plutôt un petit peu moins de cas sur ces derniers jours.
ce qui pourrait être encourageant, alors avec toute prudence bien sûr. Hein. De même, le critère le plus important pour nous, c'est les personnes qui sont gravement malades, donc hospitalisées, qui pareillement n'ont pas augmenté. Il y a des nouvelles hospitalisations régulièrement encore, mais le taux d'occupation à l'hôpital reste à peu près stable et l'hôpital peut encore faire face. Donc on est en observation ces jours-ci. Ça serait beaucoup trop tôt pour dire qu'on ait des effets soit du couvre-feu, soit d'autres. Hein. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc il faut rester extrêmement prudent parce qu'on a vu des courbes avec des rebonds multiples, etc. Tout à fait. Mais là, donc voilà, on est sur cette période d'observation. Donc surtout, ne lâchons rien. Maintenant, tout ce qu'on peut de mesures, il faut vraiment que les gens prennent conscience, et je vois que malheureusement, effectivement, là aujourd'hui, ça circule beaucoup. Il faut que chacun se responsabilise individuellement, parce que je sais, et c'est pareil dans le monde entier, que tout le monde en a un petit peu marre, mais je demande à tout le monde d'essayer de tenir encore un peu. Un peu. Alors, est-ce que ça va pas être difficile à l'approche de la période des fêtes qui est propice justement aux rassemblements familiaux en tous les cas, le risque de multiplier des clusters vous inquiète ? Bien sûr. Bien sûr. Toutes ces périodes sont tout à fait propices et il faudra de toute façon limiter, changer un petit peu les habitudes. Ça serait bien qu'on y arrive sans qu'il y ait d'obligation. Effectivement, on n'a pas envie de casser les ambiances et de casser la bonne humeur. Il faut rester positif dans ce contexte-là et prendre sur soi-même pour voir les choses autrement. Ça sera des fêtes en plus petit comité, très certainement. Voilà, il faut rompre un peu les habitudes. En métropole, le confinement actuellement en vigueur porte alors tout doucement ses fruits. Il y a comme un léger frémissement. Alors, cela dit, globalement, la situation en France reste très préoccupante. Est-ce que cela peut avoir des incidences, voire des conséquences sur les Evassan programmés de longue date au départ de Polynésie française, quand on voit par exemple que sur place, des interventions ont dû être déprogrammées ? Des Evassan pour la France ? Oui. Je ne pourrais pas te répondre. Effectivement, là, bien sûr, ça pose un souci. Rien qu'à l'échelle de la Polynésie, ça pose des soucis, puisqu'il y a un certain nombre, et déjà, c'est là qu'il faut regarder, un certain nombre de pathologies qui sont probablement moins bien prises en charge aujourd'hui, puisqu'il y a un retard. On repousse des consultations, on repousse des interventions. Les gens, parfois eux-mêmes, hésitent à venir à l'hôpital, ont peur de venir à l'hôpital. Donc on le sait, cette épidémie a un retentissement sur les autres pathologies. Ça, je dirais que c'est presque le plus important. C'est les effets secondaires de cette épidémie, mais ils peuvent être plus graves si on n'y fait pas attention. Donc le contexte actuel nécessite d'être prudent, mais de ne pas non plus se barricader chez soi, ne pas refuser d'aller chercher le soin chez son médecin ou à l'hôpital lorsqu'on est malade. Hein. Et je sais que les services ici, que ce soit l'hôpital ou les cliniques, font tout ce qu'elles peuvent pour pouvoir continuer à donner les soins adéquats aux personnes. Je pense par exemple aux chimiothérapies, etc., qui sont déléguées éventuellement à d'autres établissements. Pour ce qui est des Evassan en France, je ne saurais pas répondre, mais je pense que la même logique s'appliquera. Alors, il existe, docteur, une donnée qui illustre la présence épidémique, le taux d'incidence. Il mesure donc le nombre de cas Covid observés au cours des 7 derniers jours, ramené à une population de 100 000 habitants. Alors, il y a 2 semaines, ce taux était mesuré à 989 pour 100 000 habitants dans les îles du Vent. L'un des 4, autrement dit, plus importants chiffres au monde. Ça vous inquiète ou vous vous dites c'est juste un moment difficile à passer ? Oui, au début, ce chiffre était très inquiétant. Effectivement, on a l'impression de battre les records du monde. Il faut relativiser. C'est des chiffres, justement, ce sont des pourcentages qui sont ramenés à 100 000 habitants. Ici, sur une population de 200 000 habitants, il est évident que au niveau statistique, ça n'a pas la même signification que lorsqu'on rapporte à un pays de plusieurs millions d'habitants. Donc ce chiffre est un petit peu artificiellement élevé. Et donc, ce n'est pas le chiffre en lui-même, c'est plus son évolution qu'il faut le regarder. Quoi qu'il en soit, ça reflète quand même qu'il y a une grosse proportion de la population des îles du Vent, et en particulier de Tahiti, qui a déjà été touchée, sans compter tous les cas qui n'ont pas été confirmés, qui sont asymptomatiques. Je rappelle qu'il y a jusqu'à 20% de personnes qui peuvent avoir le virus sans le savoir, les personnes qui sont peu malades, qui ne vont pas consulter, qui ne vont pas se faire tester. Donc ça fait un certain nombre de personnes qui sont malades autour des cas confirmés. Donc oui, il y a une très très grosse transmission. On l'a vu dans d'autres épidémies ici, que ce soit Zika, chikungunya, les germes, les microbes, les virus se propagent très rapidement avec notre mode de vie. On évoquait donc la barre symbolique des 10 000 cas. Finalement, à vous entendre parler, docteur, les chiffres sont bien en dessous de la réalité. Bien sûr. Comme dans le monde entier, tous les chiffres que vous voyez affichés, malheureusement, les tableaux de bord et autres, sont toujours en dessous, que ce soit pour le nombre de cas. Le nombre d'hospitalisations, malheureusement, lui, il est un petit peu réel parce que c'est bien nos structures qui sont atteintes. Par contre, le nombre de décès, on sait qu'il a été tout à fait sous-évalué au début. Vous disiez, ne serait-ce que par les décès
Les effets collatéraux, malheureusement, et puis des décès à domicile. Alors là aussi, je tiens à mettre en garde là-dessus. Il est possible que nous ayons des malades à domicile qui n'osent pas venir à l'hôpital ou qui viennent trop tard. Et je ne serais malheureusement pas étonné d'apprendre qu'on ait des décès par Covid chez des personnes âgées à domicile, dont on n'a pas forcément reconnu que c'était le Covid qui faisait la complication de leur état déjà extrêmement précaire, mais c'est un risque réel. Hein. On est en train d'essayer d'évaluer ça, mais c'est des choses qui peuvent se passer. Vous le savez, c'est les personnes âgées qui sont vraiment les plus fragiles et les plus exposées à cette maladie. Alors, ce qui fait que, on n'a toujours pas de vaccin. Les gestes barrières, c'est un peu la seule parade, finalement, que l'on a aujourd'hui. Donc, comment agir de manière efficace, plus efficace encore, quand on sait que ces gestes barrières ne sont pas toujours respectés? C'est très compliqué. Non seulement ils ne sont pas toujours respectés, et puis les gestes barrières 100% n'est pas non plus efficace à 100%, n'existe pas non plus. Hein. On met des masques, on se lave les mains comme on peut. À un moment donné, on fera peut-être une faute, ou s'il y a vraiment trop de virus à un moment donné, ça peut peut-être passer à côté, etc. Donc déjà, ça faut le savoir, on essaie d'atténuer au maximum. Le risque zéro n'existe pas. Donc atténuer au maximum, non, c'est encore une fois, c'est penser, c'est avoir la conscience personnelle de ce qu'on fait à tout moment. Voilà, on imagine qu'on a un petit microbe qui se balade, soit à côté de soi, soit c'est nous qui pouvons le diffuser, et on essaye de faire en sorte que notre bulle de 2 mètres autour de nous n'affecte personne ou je ne m'infecte pas. Ça ne veut pas dire avoir peur de tout, ça ne veut pas dire mettre forcément un masque quand on est sur la plage tout seul en plein air. Voilà, c'est une question de bon sens. Réfléchissez à ce virus qui peut se balader 2 mètres autour de vous. Donc vous prenez les mesures qui vont avec. Je dirais qu'il faut essayer de visualiser la chose et avec du bon sens de prendre les bonnes mesures. Et encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir des moments de liberté en plein air, en montagne, à la mer. Si on est à distance, profitons. Alors, est-ce qu'à force de vouloir finalement ménager certains secteurs, l'économie par exemple, on ne perd pas de temps? Là aussi, l'équilibre est difficile. On ne perd pas de temps vis-à-vis de quoi? Non, moi je pense qu'effectivement, il est nécessaire d'avoir une vision réelle de l'équilibre. On ne peut pas non plus sacrifier toute l'économie. Quand je dis économie, c'est plus effectivement avec les personnes qui sont dépendantes de cette économie, des revenus individuels, des revenus de famille. Hein. C'est pas tant la macroéconomie qui m'intéresse que la capacité des familles à se nourrir et à vivre correctement. Donc c'est important à préserver. Il ne faudrait pas qu'on ait plus de victimes indirectes là aussi par la mise à mal de l'économie que par la santé. Donc non, je ne suis pas moi un partisan des mesures radicales. Je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Effectivement, si on veut garder un minimum d'économie, que tout le monde soit responsable, encore une fois. D'accord, pas un confinement général en tous les cas. Moi, alors, pour cette histoire de confinement, encore une fois, c'est pas moi qui décide. On peut imaginer confinement général, drastique, à long terme. Je crois que non, c'est pas viable. Des mesures ponctuelles de confinement, ou en tout cas de mesures beaucoup plus fortes à un moment donné pour donner un coup de frein sur une période limitée, c'est une mesure qui pourrait par contre avoir une efficacité si cela s'avérait nécessaire. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous ce matin. On rappellera donc, vous nous l'avez confirmé, que la barre des 10 000 cas a été dépassée ce week-end et que vous n'étiez pas un fervent défenseur, on va dire ça comme ça, du confinement, mais vous étiez en faveur des mesures ponctuelles pour donner, comme on dit, un coup de frein à cette épidémie. Merci beaucoup. Merci.